A-t-on sciemment autorisé l'euthanasie de nos aînés? Nous sommes ici, au cœur de Paris, dans le 17e arrondissement, au Palais de Justice, où nous avons rendez-vous avec Maître Legvac. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour affirmer que des malades auraient été triés? Nous avons plusieurs séries de témoignages qui nous disent on a été obligé de faire un tri. Qu'est-ce que c'est le tri par rapport au choix? Un choix médical, c'est le fait qu'un médecin, dans une relation individuelle avec un malade, va chercher le meilleur traitement pour cette personne à un instant T. Ça, c'est le choix médical, et malheureusement, parfois, il ne peut pas soigner le malade, c'est comme ça, on fait avec. Le tri, c'est complètement différent. C'est de dire que pour un certain type de population qui est défini en fonction d'un critère apparemment objectif, l'âge, le fait que c'est une personne en situation de handicap, que sais-je encore, eh bien, on va refuser à ces personnes de les transférer à l'hôpital parce qu'on considère que, par essence, elles ne pourront pas supporter le traitement. Et là, ce n'est pas une décision d'un médecin, c'est une décision politique et qui s'impose dans toute la chaîne de direction. Si le médecin fait ça de manière individuelle, c'est sa responsabilité. Le problème que va rencontrer ce médecin, c'est qu'il va décrocher son téléphone pour appeler le 15, le SAMU, pour dire voilà, j'ai telle personne qui a tel âge, je voudrais la transférer en réanimation à l'hôpital le plus proche. D'accord. Et c'est là que se fait le blocage. Le SAMU dit il a quel âge? 70 ans? Non, on ne le prend pas. Mais c'est très grave ça, Maître Legvac. Vous avez aujourd'hui des témoignages qui disent on a appelé. Est-ce que vous avez des soignants, par exemple, qui vous disent aujourd'hui on a appelé et on nous a refusé un accès aux soins pour cette personne parce qu'elle était trop âgée? Vous avez des témoignages publics, officiels, de syndicalistes, de représentants des soignants et des médecins qui, devant l'Assemblée nationale, devant la commission d'enquête qui a eu lieu au mois de juillet, expliquent ce que je viens de vous raconter. Cela est doublé par des témoignages plus précis encore de personnes que nous avons rencontrées et de documents que nous avons réunis qui permettent de confirmer qu'il y a eu des instructions des ARS pour dire attention, à partir d'un certain âge, les personnes ne doivent plus être transférées. En réalité, je vais vous poser cette question très clairement. Est-ce que vous pensez qu'on a refusé l'accès aux soins à des personnes âgées qui auraient pu s'en sortir si on les avait hospitalisées pour favoriser une place pour des personnes plus jeunes? La réponse à cette question est malheureusement oui, et nous avons plusieurs témoignages, soit de familles, soit de personnels soignants, qui le confirment. Maintenant, il faut voir si ce sont des cas individuels et éparpillés sur tout le territoire, ou il s'agit d'une politique concertée, réfléchie, organisée par les pouvoirs publics. Et c'est là que la responsabilité des uns et des autres va jouer. Le 23 mars 2020, il y a ce premier décret qui va être modifié le 28 mars 2020, et je vais le citer, c'est le décret qui s'appelle 2020-293, paru donc, comme je viens de le dire, le 23 mars, qui stipule que la spécialité pharmaceutique Rivotril, sous forme injectable, peut faire l'objet d'une dispensation, et ce, jusqu'au 15 avril 2020. Pourquoi et par qui? Par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2, dont l'état clinique le justifie. En réalité, c'est une facilité de prescription qui est justifiée par la volonté, nous dit-on, et je cite encore ce décret, d'améliorer le confort d'un malade en fin de vie hors du cadre hospitalier. Seulement voilà, vous expliquez ce grand questionnement sur l'utilisation du Rivotril, et là encore le bas blesse, vous parlez d'euthanasie compulsive. C'est l'accusation la plus grave de cette procédure, et là encore nous sommes prudents. Nous avons réuni des éléments, nous avons des preuves. Nous avons par exemple démontré que la consommation de Rivotril a subi un pic qui est très exactement le même pic que la surmortalité que nous évoquions tout à l'heure. Donc il y a une corrélation, ça ne veut pas dire une causalité, entre la surmortalité et l'usage du Rivotril. Mais avant de parler du Rivotril, il faut revenir sur deux éléments. On vient de voir que les personnes au-dessus d'un certain âge se voyaient interdire de transfert et d'accès à l'hôpital. Si elles étaient malades, si elles avaient la Covid, elles étaient dans des situations très graves, parce qu'elles n'avaient pas de soins, puisque dans le même temps, le gouvernement refusait qu'on leur prescrive l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Donc, le seul soin, c'était du Doliprane. Et suivant l'état de santé des personnes, ça passait, rarement, ou ça ne passait pas. Et donc, elles se retrouvaient dans un état de détresse respiratoire, et comme on ne pouvait pas les soulager, il fallait bien autoriser, en tout cas c'est la théorie du ministère, autoriser les EHPAD et les médecins de ville de prescrire ce fameux Rivotril, qui est un médicament qui normalement est réservé pour traiter une maladie qui n'est pas en lien avec les problèmes respiratoires. Et pour cause, parce que le Rivotril va avoir comme conséquence de vous détendre tellement que vous allez avoir un arrêt respiratoire. Les mots ont leur importance. Sédation profonde,
pour le commun des mortels, ça paraît pas trop grave. Mais dans la pratique médicale, sédation profonde, ça veut dire accompagner dans la mort. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le deuxième point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui en France, l'euthanasie active est interdite. La seule chose qui est autorisée, c'est la loi Claes-Leonetti, c'est de prévoir un accompagnement en fin de vie pour éviter l'acharnement thérapeutique. Et là, il y a une procédure qui est très précise, très rigoureuse, qui prévoit d'abord qu'on informe la personne concernée si elle est consciente ou au moins de la famille, et surtout que la décision est prise par un collège de médecins. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un seul médecin qui prend cette décision. Ça doit être plusieurs médecins qui se réunissent et qui décident. Or, dans tous les témoignages que nous avons recueillis, on constate que la famille a appris le recours au Rivotril après le décès, et ensuite que dans les dossiers que nous avons, il n'y a pas eu de réunion de collège, et même parfois c'est l'infirmière de garde qui paniquait appelle un médecin en pleine nuit et dit si c'est comme ça, s'il a de la fièvre, s'il tousse, mettez-les sous Rivotril. Et la situation est malheureusement terrible, c'est qu'au bout de 24-48 heures, la personne âgée mise sous Rivotril vient à décéder. Maître Ledvac, je vais vous poser encore une question très claire. Est-ce que vous pensez qu'on a euthanasié nos aînés? L'accusation n'est pas la même si c'est des cas isolés ou si c'est un cas réfléchi. Le sentiment, mais là ce n'est qu'un sentiment, c'est qu'en effet, on a eu un traitement qui a conduit à la mort de personnes qui n'auraient pas mourir. Et pourquoi je dis cela? Parce que si vous relisez le décret que vous avez cité, on applique le Rivotril non seulement aux personnes dont on sait qu'elles ont la Covid, encore faut-il avoir les tests, donc déjà c'est un premier problème, mais le décret prévoit aussi de l'appliquer à des personnes qui sont soupçonnées d'avoir la Covid. C'est-à-dire qu'on va appliquer le Rivotril à des personnes dont on ne sait pas, dont on n'est pas certain qu'ils sont atteints par la Covid. Il y a peut-être des gens qui avaient des grippes classiques, qui ont quand même fonctionné, qui avaient de la température et des problèmes respiratoires, et comme c'était un petit peu, si vous me permettez l'expression, le grand désordre général, avec des équipes qui étaient épuisées, des équipements obsolètes, etc., eh bien, ni vu ni connu, ces gens-là, on leur a appliqué, sans les prévenir, sans prévenir les familles, sans avoir de collège médical qui se statue, du Rivotril. J'aimerais citer Olivier Véran qui a rebondi là-dessus, notamment lorsqu'on a pointé les accusations sur l'utilisation du Rivotril. Il a parlé d'accusations, je le cite encore une fois, honteuses. C'était début novembre et on va le citer encore. On ne pouvait plus utiliser les médicaments de confort de fin de vie pour les gens qui allaient mourir. Il y avait deux options. Ou on laissait les gens mourir d'agonie dans les EHPAD, de détresse respiratoire donc, ou on les accompagnait pour les soulager avec un autre médicament qu'est le Rivotril, conforme aux recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs n'est pas le législateur. Il y a une loi qui s'appelle la loi Claes-Leonetti qui prévoit un mécanisme protecteur des personnes qui sont en fin de vie. On peut très bien avoir la liberté de choix de décider de passer de l'autre côté parce qu'on en a marre de souffrir, c'est l'avancée de cette loi, mais il n'est pas question que quelqu'un décide pour vous que l'on va vous tuer. Parce que c'est ça l'enjeu. Donc ce que dit M. Véran est comme toujours à prendre avec des pincettes, puisque c'est parmi les plus gros Pinocchio que nous avons dans ce dossier. Aujourd'hui, nous avons des témoignages qui montrent que la procédure Claes-Leonetti n'a pas été respectée. Et là, il faut qu'on nous explique pourquoi. Nous avons des notes de l'ARS, nous avons des documents de certains SAMU, nous avons des témoignages divers et variés dans plusieurs établissements, ce qui laisse penser que c'est plutôt une direction régionale d'ARS qui a donné des instructions. Mais tout cela, ce ne sont pour le moment que des suppositions. Notre souci, c'est d'enquêter de manière sérieuse et approfondie. J'espérerais que les pouvoirs publics auront l'intelligence de ne pas se battre pour couper les cheveux en quatre et refuser de répondre. Ils s'honoreraient en donnant spontanément les réponses aux questions que nous posons. Ce sont des questions légitimes. Les familles ont perdu des proches, elles sont dans le deuil, elles veulent comprendre, elles veulent savoir. Les citoyens ont l'impression qu'on les manipule, qu'on les promène, ils veulent savoir. Les professionnels ont l'impression d'avoir été oubliés et abandonnés, ils veulent comprendre. Donc, aujourd'hui, sans colère mais avec détermination, nous demandons à tous les responsables de nous donner les informations à vérifier, puisque ce qu'on veut, nous, c'est exercer notre sens critique sur des documents.